le temps des questions peut durer un petit peu. Nous avons quand même pas mal de temps, c'est assez confortable. Est-ce qu'il y a des questions? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oula. Si nous sommes concis et concises, on pourra toutes les écouter. Je crois que c'est M. Roussignol, et puis ensuite Encarni Carrasco, et après Kofi. Et oui, mais je n'ai pas le micro. Est-ce qu'il est allumé? Oui. Au-delà de l'aspect graphique, multilinguiste, etc., du tatouage en particulier, moi la question que je me pose, elle est d'ordre à la fois culturel et social. On voit de plus en plus de gens qui sont tatoués dans la rue, certains totalement, de façon purement graphique, d'autres, comme on nous l'a montré ici, avec des formulations politiques, culturelles, sentimentales, etc. Est-ce que c'est seulement un effet de mode? Est-ce que, et si c'est un effet de mode, lorsque la mode passera, que deviendront tous ces graphiques corporels qui seront difficiles à effacer, impossibles à effacer? Est-ce que c'est une question qu'on peut poser? Voilà. Est-ce que c'est une question à laquelle vous seriez en capacité de répondre, mesdames? On peut peut-être question et répondre. Alors on va peut-être prendre également la question de Encarnación Carrasco, et puis vous pourrez répondre. On en prend 3 par 3 et deux peut-être. J'ai peur que vous soyez sinon un peu submergé. Encarnación Carrasco. Christian, c'est Encarni qui est derrière, qui avait levé la main après M. Rossignol. Diemé, il y avait une question d'incarnation qui... Bon, enfin... Mon rôle est un peu d'être le juge dans la distribution. Donc, merci beaucoup à toutes les quatre. Je suis bien contente d'entendre la perspective de genre, enfin, dans ces assises. Et ma question est pour Edwige. Excusez-moi si je ne prononce pas bien. À la fin, quand vous avez annoncé les résultats, si j'ai bien compris, vous avez dit que les street art dans le Veneto est moins standardisé, non, que dans l'Orient. Et vous avez dit c'est pour des raisons historiques. Donc voilà, si vous pouvez expliquer. Oui, donc c'est vrai que le street art linguistiquement en Vénétie est beaucoup moins standardisé que le street art en Bretagne. Donc on le voit sur la base des chiffres, hein, pour des raisons historiques à mon avis, parce que tout simplement les richesses culturelles et linguistiques en Italie sont encore aujourd'hui plus reconnues qu'elles ne le sont en France. L'unité italienne étant tout simplement beaucoup plus récente, hein, 1861, 1866 pour la Vénétie. Je pense que c'est ça. Hein. Exactement, par ailleurs, même dans la Constitution, hein, voilà, la Constitution italienne reconnaît un certain nombre de langues, alors que le français, pas du tout. Hein, voilà. Diemé, ouais, une question. Merci beaucoup. Félicitations à toutes les trois. Moi, j'ai juste 2 suggestions pour Edwige. La première, c'est en fait, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait bien de prendre en compte la dimension ethnographique dans votre travail?
pour mesurer en fait le caractère socio-anthropologique des supports qui sont utilisés pour ces graffitis. Par exemple, bon, je dis socio-anthropologique parce que je mets ça en rapport avec la culture. En Afrique, par exemple, les jeunes qui écrivent sur du fer, sur du papier, sur un support mobile ou fixe, ça n'a pas le même effet et ça a un rapport très fort avec la culture locale. La deuxième suggestion, c'est est-ce que ce ne serait pas bien pour vous aussi de prendre en compte la variation, la variation diastratique du langage, diastratique comme Françoise Gadet le dit, c'est la variation de la langue d'un point de vue selon le statut social, c'est-à-dire les jeunes, les femmes, les vieux, et tout cela, c'est pour, si vous parvenez à voir qui écrit, qui pratique cette façon de faire, est-ce que ce sont les jeunes, est-ce que ce sont les femmes, est-ce que ce sont les plus vieux, et ça vous permet également de voir la perception de l'intérieur et de l'extérieur, parce que j'ai vu que les plus vieux, les plus âgés, bon, vieux non, les plus âgés ne voient pas les choses de la même manière que les plus jeunes. Donc voilà mes deux suggestions. Merci beaucoup. Peut-être Kofi avait une question, c'était la troisième personne, je crois, qui avait levé la main. Et ensuite, voilà, peut-être on peut prendre ces deux questions, celle de Diémé, celle de Kofi, et ensuite vous répondrez. On prend la prochaine. Merci, je voudrais juste poser deux questions à notre collègue qui nous a présenté la situation plurilingue au Luxembourg. On voit bien que les parents sont tirés de part et d'autre par leur désir de voir les enfants apprendre les trois langues et puis par leur désir aussi de garder un pied dans la langue d'origine. Concrètement, comment est-ce qu'ils gèrent la situation en famille? Parce que ceci, ça recoupe un peu ce que je disais le premier jour au sujet des Africains qui s'installent en France. Et puis, d'un autre côté, au niveau de l'école, finalement, est-ce que l'école prend en compte, tient compte de la langue chinoise parlée par ses enfants à la maison avant d'arriver dans le système éducatif? Merci. Merci, donc peut-être que vous pourriez répondre à ces deux questions. Oui, merci pour vos questions. En fait, pour la première question, et vous avez dit que comment les parents gèrent d'une part l'apprentissage des langues de scolarisation à l'école et d'autre part l'héritage linguistique dans le développement du plurilinguisme chez leurs enfants. En fait, pour les langues de scolarisation, évidemment, les enfants apprennent les trois langues de scolarisation à l'école. Et pour le maintien et la transmission du chinois, pour les trois familles enquêtées, en fait, au sein des familles chinoises, au sein des trois familles chinoises enquêtées, les parents parlent le chinois avec leurs enfants. Je dirais, les parents parlent uniquement le chinois avec leurs enfants, même s'il y a des parents qui savent parler l'anglais et qui savent parler un peu de français, mais ils ne parlent que le chinois avec leurs enfants en famille. Parce que selon les parents, ils pensent que le chinois, c'est la langue. Les parents maîtrisent le mieux. Donc, c'est aussi la langue maternelle des parents, mais aussi la langue maternelle de leurs enfants. C'est pour ça que les parents choisissent de parler uniquement le chinois avec leurs enfants en famille. Et vous avez demandé comment les parents gèrent cette situation. En fait, j'ai constaté qu'il y a quelques conflits entre le domaine familial, mais aussi le domaine de l'école. Ils sont éprouvés en fait quelques difficultés parce qu'il s'agit de plusieurs langues, mais les parents, en plus de la langue parlée à la maison, ils ont aussi introduit d'autres moyens pour apprendre à leurs enfants d'apprendre le chinois. Par exemple,
Ils ont introduit quelques exercices pour l'écriture chinoise en famille pour leurs enfants. Ils ont aussi ramené quelques livres chinois et quelques manuels chinois de la Chine pour apprendre aux enfants le chinois en famille. Mais aussi pour 2 familles entre les 3 familles, ils ont aussi envoyé leurs enfants à une école de chinois tous les samedis pour prendre des cours de chinois dans ce contexte. Et pour la deuxième question, au niveau... oui, je me rappelle. Oui. Au niveau de l'école, en fait, le chinois n'est pas très présent dans les écoles luxembourgeoises. Mais en fait, comme j'ai indiqué dans mes diapositives, en fait, il y a une réforme éducative qui a été introduite en 2017 au Luxembourg. C'est plutôt pour, d'une part, c'est pour l'introduction du français dans l'éducation précoce. Et d'autre part, c'est pour la valorisation des langues. Les langues parlées à la maison des enfants dans ce contexte multilingue. Donc, les enfants sont encouragés d'utiliser leur langue dans le contexte scolaire, mais il y a aussi en fait des problèmes pratiques parce que, par exemple, le chinois, c'est évidemment, il n'y a pas autant d'enseignants qui sont capables d'enseigner ou qui sont pas capables de parler le chinois avec des enfants pour valoriser leur langue parlée à la maison. Oui, en fait, il y a aussi un article qui porte sur ces questions. Ils ont dit que pour les langues qui sont plus dominantes en contexte luxembourgeois, par exemple le français, l'allemand, ou l'italien ou le portugais, après ces réformes, ce genre de langues peuvent être valorisées en contexte scolaire grâce à ces réformes, mais il y a encore beaucoup d'autres langues qui sont issus des communautés plus minoritaires ou qui sont issues des communautés qui sont issues des langues qui sont beaucoup moins parlées dans ce contexte luxembourgeois, par exemple pour le chinois. Et pour ce genre de langues, ils sont marginalisés en fait dans ce contexte, même s'ils sont préconisés la valorisation des langues parlées à la maison pour l'instant. Merci. Merci beaucoup pour... Vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup pour cette suggestion. Effectivement, ça fait partie des choses auxquelles moi-même je pense régulièrement. Alors, pour essayer d'être synthétique, hein, oui, non seulement il faudrait tenir compte du profil social et pourquoi pas psychologique des artistes, mais il faudrait aussi tenir compte des supports qui sont choisis, des techniques, et j'ajouterais de l'emplacement, parce que la mise en visibilité change non seulement dans sa configuration, mais aussi dans ses intentions, et donc aussi dans ses effets, dans sa réception, selon que la pièce est située, je sais pas, dans un centre-ville hyper touristique, où on n'a que des magasins, je sais pas, vous voyez, en fait, il y a tellement de facteurs discriminants. Si c'est près du sol, ça n'a pas le même sens que si c'est tout en haut. Par exemple, le graffiti Ukraine Libre, il était tout en haut d'un pignon, donc il était très visible. Il y a manifestement une volonté de communiquer, alors qu'il y a des pièces de street art qui sont à peine visibles et qui sont, me semble-t-il, sciemment positionnées au niveau, pardonnez-moi, des pistes de chiens. Donc, je veux dire, ça participe d'un message, et tout ça, c'est très important. Donc, il y a, en fait, je suis parfaitement consciente de la richesse, de la complexité de cet objet, qui est d'autant plus importante et prégnante que ce sont des objets qui sont hyper flottants, qui sont constamment redéfinis. Pourquoi? Parce qu'il y a l'érosion, parce qu'ils sont détériorés, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des pièces qui sont
exécutés de manière illégale. Donc il y a des gens aussi qui souhaitent les supprimer. On ne peut pas leur en vouloir. Enfin voilà, c'est comme ça. Donc en fait, ça change constamment. Ce sont des pièces qui sont éphémères. Donc tout ça, évidemment, participe intrinsèquement du sens de ces œuvres et aussi de la difficulté de les étudier. Alors juste, bon, j'en suis parfaitement consciente et j'ai une liste de toutes les choses qu'il y a à faire. Mais juste pour terminer, pour ne pas trop prendre de temps de parole, je voulais juste préciser que sur le point de vue, du point de vue, disons, sociologique, il y a des études qui sont menées par des collègues sur les profils des artistes et leur motivation. Et bon, je préfère le laisser aux gens dont c'est vraiment le métier, parce que là, je sors vraiment de mon champ disciplinaire et m'appuyer sur leurs travaux, même si de mon côté, bien sûr, je vais aussi interviewer les artistes pour avoir une idée quand même de qui fait quoi et pourquoi. Merci en tout cas. Oui, merci. Alors, moi, oui, ça m'a beaucoup intéressé, la présentation que vous avez faite, Nicole. Et j'ai pensé, en écoutant la présentation, alors à une bande dessinée, je ne sais pas si vous la connaissez, si vous l'avez étudiée. C'est une bande dessinée de Benoît Carbonel qui s'appelle Cool Parano, un testament graffiti qui est publié aux éditions Même Pas Mal, qui est une édition alternative située à Marseille, et qui raconte le parcours d'un peintre en bâtiment et qui fait du graffiti. Et donc, il me semble que ça fait des échos avec l'échange que vous venez d'avoir. Donc voilà, il me semble que, en tout cas, moi, ça m'a vraiment... j'ai tout de suite repensé à cette BD qui est récente, hein, parue en 2021. Et après, j'ai une question sur ce qui se passe au Luxembourg. La répartition des langues dans les disciplines, elle se passe comment? Et alors, ce n'est pas spécifiquement sur le côté chinois, mais je pense que ce n'est pas anodin. Par exemple, il y a des travaux qui montrent, hein, que dans les contextes plurilingues, les mathématiques pour les Chinois qui arrivent de Chine sont, entre guillemets, un peu moins difficiles au début et puis deviennent plus difficiles après quand il faut raisonner. Mais la question un peu, c'est finalement, ces langues, elles sont réparties comment dans les disciplines? Comment on fait pour avoir 3 langues officielles dans un système éducatif? Merci pour vos questions. Merci pour votre question. En fait, vous voulez savoir que la répartition des langues dans les disciplines scolaires, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Oui. En fait, par exemple, pour l'école primaire, toutes les matières sont enseignées en allemand, parce que l'allemand est la langue d'alphabétisation en contexte luxembourgeois. Et à l'exception, mais il y a encore la matière du français. C'est seulement la matière du français enseignée en français, mais ce sont les langues d'instruction officiellement, exigées. Il y a quelques enseignants qui utilisent par exemple le luxembourgeois pour enseigner les cours, pour poser les questions à des élèves. C'est plutôt une manière non officielle. Et pour l'école secondaire, au début, les matières sont plutôt enseignées en allemand. Si je me rappelle bien, c'est plutôt à partir de la 2e année de l'école secondaire et on déplace plutôt le focus sur l'allemand vers le français. Donc, il y a de plus en plus de manières sont enseignées en français. Donc, on bouge progressivement vers un enseignement principalement en français au niveau secondaire. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question, peut-être? Je voulais vous remercier toutes les 4 pour vos interventions et je trouve que assez étonnamment le titre de la table ronde est un peu contrecarré dans vos présentations, parce qu'au contraire d'une opposition,
on voit plutôt, Nicole a présenté la question du pouvoir des langues qu'on n'avait pas vraiment abordée ou qui était sous-jacente, et aussi les stratégies pour les contourner. En l'occurrence, tu as parlé d'une stratégie ludique ou poétique pour contourner une hégémonie des langues, et ça se retrouve dans les exemples des graffitis et des tatouages, de trouver des moyens de résistance ou des moyens de contournement plutôt que d'être frontalement dans une opposition de pouvoir. Et je pense que dans la présentation de Pérou aussi, c'est un bon exemple de cohabitation, de coexistence des langues. Et voilà, c'était juste un commentaire général sur le côté plutôt positif de l'interculturalité, le fait de tirer des bénéfices des différentes langues et aussi des différents usages qu'on en fait dans différents contextes. Je vais prendre les 2 dernières questions. D'accord, ok. Bon, ben, une question. Non, c'est bon. Oui, donc je vous remercie également pour ces différentes interventions. Et moi, je voulais un petit peu réagir à l'exposé sur le street art, qui... Voilà, c'est un exposé qui est intéressant. Je m'intéresse à ces objets-là également du point de vue de la description linguistique, pas dans une perspective plurilingue, mais linguistique. Et en fait, je m'interrogeais sur le caractère, comme vous avez dit, interdit de ce type de manifestation. En tout cas, je pense qu'il est ambigu. D'abord, le terme de street art est apparu, enfin c'est ce que j'ai lu, dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale de 2007. C'est un terme qui était associé à ce qu'on appelle les cultures urbaines, c'est-à-dire que ce terme-là aussi est apparu à ce moment-là en 2007. Et donc ce contrat urbain a été formalisé dans le cadre de la lutte contre l'exclusion, etc. Donc ça, c'est une première reconnaissance quand même, on va dire, du point de vue de la politique de la ville. Et ensuite, je pense qu'il y a vraiment un statut ambigu, notamment au niveau de la reconnaissance par les musées, au niveau de la reconnaissance par les galeries. Donc vous avez dit très justement que ce sont des objets flottants, etc. Et donc ça fait partie un peu du questionnement. Je pense, voilà, je ne suis pas sûre que ces manifestations soient toujours interdites, peut-être l'endroit. Mais donc ça, c'était la première question. Oui, puis j'avais un autre exemple par rapport, j'ai travaillé notamment sur les latas, c'était en Espagne, c'est à Barcelone. C'était des objets comme ça sur des petites canettes qui recouvrent les murs et il y a des messages. Et ces messages, en général, réfèrent à une culture, on va dire, partagée. Ce sont des paroles de chansons, voilà. Mais ces objets se sont retrouvés dans des galeries également. Donc, voilà, entre institutionnalisation, reconnaissance artistique, musée, enfin, voilà, c'est une première question. La deuxième chose par rapport à la communication, le fait que la langue dominante, si j'ai bien compris, était celle la plus employée, je partage absolument cette hypothèse parce que c'est quelque chose qui a été décrit aussi, notamment concernant les tags new-yorkais dans les années 70. Les premiers étaient sur des wagons, des trains, justement pour être visible par le plus grand nombre. Donc la question de la communication, je suis d'accord avec vous. Et la troisième chose, vous y avez déjà répondu, c'était par rapport au contexte. Parce que, notamment, mais peut-être que je me trompe, je crois avoir vu ce dessin contre-temps à Vannes, mais peut-être je me trompe, est-ce que c'était dans les petits jardins éphémères ou pas ? Non, parce que si jamais ça avait été le cas, comme vous savez, il y a des thématiques politiques, là cette année par exemple, mais c'est le hasard, vous parliez de Vannes, il se trouve que j'y suis allée il n'y a pas longtemps, c'était pour sensibiliser les gens au réchauffement climatique. Et donc vous voyez, s'il y avait eu ce tag et cette question par rapport au temps, voilà. Donc, je veux dire par là que le contexte peut être aussi porteur d'une interprétation plus politique, au-delà du stylistique, voilà, pour le dire rapidement. Merci. Pour la dernière. Merci. Donc encore beaucoup de choses à dire, mais je vais vraiment essayer d'être synthétique. Donc bien sûr, je suis parfaitement d'accord sur
la prégnance aussi du contexte immatériel. C'est vrai qu'une pièce prend un sens différent selon qu'elle fait écho à un sujet d'actualité ou non. Et c'est vrai que moi j'avais proposé une interprétation de la pièce de David Saylor comme une vanité des temps modernes, mais on pourrait tout à fait proposer au contraire une interprétation en lien avec l'urgence climatique. Oui, c'est certain. Là-dessus, il faudrait interroger l'artiste. Bon, après, on peut toujours se cacher derrière l'argument oui, mais dès lors que c'est public, l'interprétation est ouverte, mais peu importe. Enfin, voilà. Sur l'institutionnalisation, en fait, je crois qu'il faut tout simplement préciser que l'écrasante majorité des artistes, voire tous et toutes, ont deux activités. Une activité non autorisée et une activité autorisée. Ce qui peut tout à fait se comprendre, ils ont besoin de manger aussi. Hein. Tous et toutes n'ont pas un métier, ce sont souvent des graphistes, mais pas toujours. Enfin, donc, celles et ceux qui souhaitent vivre de leur art, en général, développent une activité, oui, de marchande, où ils vendent des œuvres pensées et réalisées pour la vente. Dans des galeries, ils sont exposés, ils participent à des festivals, ils répondent à des commandes publiques pour réaliser des pignons, etc. Mais ce sont deux choses parallèles. Moi, ce qui m'intéresse, enfin, l'objet de mon étude, ce n'est justement pas l'art urbain, c'est ce que j'appelle, avec effectivement beaucoup de bémols, parce que c'est un terme effectivement très polémique, c'est pour ça que j'ai pris vraiment le soin et le temps de le définir, ce sont toutes les œuvres qui ont été exécutées sans autorisation préalable. Ce qui n'empêche pas que certaines pièces reproduisent les pièces de street art et sont ensuite commercialisées dans un registre institutionnel, légal, marchand, ce qui pose aucun problème. C'est juste une question d'objet, en fait, tout simplement. Juste pour réagir aux commentaires que faisait Camille, oui c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça. Il y a beaucoup de micro-stratégies de résistance à l'écrasement du monolinguisme, que ce soit l'anglais au niveau international, le français en Afrique francophone, comme on en a beaucoup entendu parler les premiers jours. Et finalement, la micro-résistance que moi je vois au quotidien dans l'école de quartier REP où je suis maman élue, c'est le geste très simple dont parlait Marie dans son intervention, de reconnaissance, juste de s'installer dans l'altérité, de se mettre à disposition. Et avec le peu qu'on peut parler d'un ensemble de langues assez hétéroclites, que ce soit l'arabe, le turc, l'anglais, d'arriver à communiquer. Et ça me fait un peu penser à, puisqu'on parle de livres et de références littéraires, il y a deux choses qui sont venues en tête en vous écoutant. C'est Damasio dans Les Furtifs qui invite à explorer joyeusement la rébellion des interstices dans un jeu vraiment ludique, poético-linguistique et à exploiter la résistance en archipel. Et c'est Virginie Despentes dans Cher Connard, où il y a une scène assez exceptionnelle où 5 personnes essayent de communiquer avec une machine, donc un ordinateur, pour faire comprendre une requête assez simple de quelqu'un qui veut un billet de train pour son chien et qui n'arrive pas à traduire ça dans le langage de l'informatique. Et c'est là qu'on voit que ces micro-stratégies de communication, dans une seule langue ou dans plusieurs, sont finalement celles d'un geste, d'une intention de communication, tout simplement. Merci à toutes et